Chapitre 3. Comme je venais d'avoir 17 ans, mes parents décidèrent de me faire étudier à l'université d'Ingolstadt. J'avais jusqu'alors suivi les cours des écoles de Genève, mais mon père crut qu'il était nécessaire, pour que mon éducation fût complète, de me faire connaître d'autres usages que ceux de mon pays natal. Mon départ fut fixé pour un jour prochain, mais avant même que ce jour fût venu, se produisit le premier malheur de ma vie, le présage en quelque sorte de ma future misère. Elisabeth avait attrapé la scarlatine. Sa maladie était grave et ma cousine courait le plus grand danger. Pendant le temps de la maladie, on avait par tous les moyens persuadé ma mère de ne pas la voir. D'abord, elle avait cédé à nos instances, mais alors qu'on lui apprenait que le mal empirait, elle n'avait pas pu vaincre ses angoisses. Elle prit soin d'Elisabeth et finit par triompher de la fièvre. Elisabeth était sauvée. Mais les conséquences de cette imprudence lui furent fatales. 3 jours plus tard, ma mère tombait malade. Sa fièvre s'accompagnait de symptômes alarmants, et en regardant le visage des médecins, on savait que le pire était attendu. Sur son lit de mort, elle avait encore tout son courage et toute sa bonté. Elle joignit les mains d'Elisabeth aux miennes. « Mes enfants, dit-elle, votre union aurait été pour moi mon plus grand bonheur. Ce sera là à présent la consolation de votre père. Elisabeth, ma chérie, vous me remplacerez auprès de mes plus jeunes enfants. Hélas, je regrette d'être séparée de vous. Heureuse et comblée comme je l'étais, comment n'aurais-je pas quelque peine de vous quitter? Mais je ne dois pas avoir de telles pensées. Je vais m'efforcer de me résigner à la mort, et je souhaite que nous nous reverrons dans un autre monde. » Elle mourut paisiblement, conservant sur ses traits éteints l'image de la tendresse. Je n'ai pas besoin de décrire les sentiments de ceux dont les liens les plus chers sont ainsi rompus. La douleur qui s'empare des âmes, le désespoir qui marque les visages. Il faut du temps avant de se rendre compte que l'être aimé que l'on voyait chaque jour près de soi n'existe plus, surtout lorsque sa vie même semblait être une partie de la nôtre, que l'éclat des yeux qu'on admirait s'est évanoui pour toujours, et qu'une voix familière et douce ne vibre plus à nos oreilles. C'est à quoi l'on pense les premiers jours, mais quand le temps prouve la réalité du malheur, s'installe l'amertume du chagrin subi. À qui la main effroyable de la mort n'a-t-elle pas enlevé un être cher? Pourquoi devrais-je décrire une peine que tout le monde a ressentie ou devra ressentir? Mais il arrive un moment où le chagrin est plus un souvenir qu'une nécessité, et où le sourire qui illumine les lèvres, pour sacrilège qu'il soit, ne peut plus être chassé. Ma mère est morte, mais il nous restait encore des devoirs à accomplir. Nous devions continuer de vivre et apprendre à nous aimer mutuellement, tant qu'un seul d'entre nous ne serait pas fauché par la mort. Mon départ pour Ingolstadt, différé par ces événements, fut à nouveau décidé. J'obtins de mon père un ajournement de quelques semaines. Il me semblait sacrilège d'abandonner le calme de notre maison endeuillée et de me précipiter si vite dans les mêlées de la vie. Je découvrais le chagrin, mais je n'en étais pas moins perturbée. J'avais de la peine à quitter mes miens, et par-dessus tout, je ne voulais pas que ma douce Elisabeth manque de consolation. En vérité, elle dissimulait son chagrin et s'efforçait de nous réconforter. Elle regardait la vie avec rage et assumait ses tâches dans le zèle. Elle se dévouait totalement pour ceux qu'on lui avait appris d'appeler son oncle et ses cousins. Jamais elle n'avait été plus charmante qu'en ce moment, et les sourires qu'elle prodiguait semblaient des rayons de soleil. Elle oubliait ainsi son propre chagrin dans les efforts qu'elle déployait pour faire oublier le nôtre. Le jour de mon départ arriva enfin. Clerval passa chez nous la dernière soirée. Il avait bien essayé de persuader son père de m'accompagner, de devenir mon camarade d'études, mais en vain. Le père de Clerval était un commerçant borné qui ne voyait dans les aspirations et les ambitions de son fils que paresse
et ruine. Henri ressentait profondément le dépit d'être privé d'une éducation libérale. Il n'en parla guère, mais comme nous bavardions, il lisait dans le feu et l'animation de son regard la ferme résolution de ne pas se laisser enchaîner aux promiscuités d'un commerce. Il était tard. Nous ne pouvions nous séparer l'un de l'autre, ni nous décider à nous dire adieu. On le fit pourtant, et ce fut sous le prétexte de prendre du repos. Chacun croyant ainsi tromper l'autre. Mais au lever du jour, quand je descendis pour monter dans la voiture qui devait m'emmener, ils étaient tous là, mon père pour me bénir, Clerval pour me serrer la main une fois encore, mon Élisabeth pour me supplier de nouveau d'écrire souvent et pour m'entourer de ses attentions féminines, moi qui avais été son compagnon de jeu et son ami. Je me jetai dans la voiture qui me transportait et m'abandonnait aux réflexions les plus mélancoliques. Moi qui n'avais connu autour de moi que des compagnons aimables, des compagnons toujours préoccupés à se faire mutuellement plaisir, je me retrouvais à présent seule. À l'université où je me rendais, je devais moi-même choisir mes amis et veiller à ma propre protection. Jusque-là, la vie familiale m'avait remarquablement préservée, à telle enseigne que tout autre mode d'existence me répugnait. J'ai aimé mes frères, Élisabeth et Clerval, des vieux visages familiers. Je croyais que j'étais totalement incapable de supporter la compagnie d'étrangers. C'est à quoi je pensais au moment d'entreprendre mon voyage. Puis, chemin faisant, je repris courage et espoir. Je souhaitais ardemment acquérir de nouvelles connaissances. Souvent à la maison, je m'étais dit qu'il aurait été pénible de passer toute sa jeunesse au même endroit, et j'avais rêvé de découvrir le monde, de me faire une place dans la société. Maintenant, mes désirs allaient s'accomplir, et il aurait été vraiment sot de désespérer. J'eus tout le loisir de me livrer à ces réflexions, et à bien d'autres encore, pendant que mon voyage à Ingolstadt, qui fut long et pénible. Enfin, je distinguai le haut du clocher blanc de la ville. Je descendis de voiture et me fis conduire à mon appartement afin de passer la soirée, comme il me plairait. Le lendemain matin, je remis mes lettres d'introduction et rendis visite à quelques-uns de mes principaux professeurs. Le hasard, ou plutôt l'influence diabolique, l'ange de la destruction, qui affirma sa toute-puissance sur mon être dès que je quittai la maison de mon père, me fit d'abord aller chez M. Kramp, le professeur de philosophie naturelle. C'était un homme rude, mais profondément imbu des secrets de la science. Il me posa de nombreuses questions sur les différentes branches scientifiques qui ont trait à la philosophie naturelle. D'un air indifférent et quelque peu dédaigneux, je lui citai les noms de mes alchimistes et ceux des principaux auteurs que j'avais étudiés. Le professeur me regarda fixement. « Avez-vous, dit-il, réellement perdu votre temps à étudier de telles absurdités ?» Je lui répondis par l'affirmative. « Chaque minute, poursuivit M. Kramp avec vivacité, chaque seconde que vous avez gaspillée dans ces livres sont absolument perdues. Vous avez chargé votre mémoire de systèmes périmés et de noms inutiles. Bon Dieu, dans quel désert avez-vous vécu ? Personne n'a donc été assez bon pour vous informer de ces rêves que vous avez nourris son vieux de 1000 ans et parfaitement inepte ? Je ne m'attendais guère à trouver au siècle des Lumières un disciple du grand Albert et de Paracelse. Mon cher monsieur, vous devez entièrement recommencer vos études. » Après avoir parlé, il s'écarta de moi et se mit à dresser une liste de livres traitant de philosophie naturelle en m'invitant à les acquérir. Au moment de prendre congé de moi, il m'annonça qu'au début de la semaine prochaine, il ouvrirait un cours de philosophie naturelle, considéré sous ses divers aspects, et que M. Waldman, son collègue, en donnerait un de chimie en alternance avec le sien. Je rentrai chez moi, nullement déçu, car il y avait longtemps que je tenais pour périmer les auteurs que le professeur avait réprouvés avec tant de force, et je n'étais pas animé du désir de les étudier de nouveau. M. Kramp était un petit homme trapu, à la voix rude et au visage repoussant. Aussi ne me disposait-il pas à partager ses travaux.
De manière peut-être un peu trop philosophique et trop absolue, j'ai déjà exposé les conclusions auxquelles j'étais parvenue quelques années auparavant. Les résultats promis par les professeurs modernes de sciences naturelles ne m'avaient guère satisfait. Avec une confusion d'idées, explicable sans doute par mon extrême jeunesse, et par le fait que j'avais eu de guides avertis, j'avais suivi les pas de la science le long de la route du temps et j'avais négligé les découvertes des chercheurs modernes au bénéfice des rêves d'alchimistes oubliés. Je méprisais les concepts de l'actuelle philosophie naturelle qui se désintéressait des secrets de l'immortalité et de la puissance. Quelques points de vue, bien que futiles, paraissaient sublimes, mais à présent les choses avaient changé. L'ambition des chercheurs semblait se limiter à annihiler ces visions sur lesquelles reposait au premier chef mon intérêt pour la science. Et l'on me demandait d'échanger des chimères d'une infinie grandeur contre des réalités de petite valeur. Durant les 2 ou 3 premiers jours de mon installation à Ingolstadt, ce furent là mes réflexions alors que je cherchais à me familiariser avec les habitants du quartier. Au début de la semaine suivante, les paroles de M. Crump concernant mes lectures me revinrent à l'esprit. Je n'avais pas l'intention d'aller suivre les cours de ce vaniteux personnage, mais je me souviens de ce qu'il avait dit de M. Waldman, que je n'avais pas vu jusqu'alors, étant donné qu'il ne se trouvait pas en ville. Soit par curiosité, soit par désœuvrement, je me rendis dans la salle de cours où M. Waldman entra peu après. Il ne ressemblait pas à son collègue. Il devait avoir la cinquantaine, de son visage émanait une très grande bienveillance. Des cheveux gris lui garnissaient les tempes, mais sur le dessus de la tête, il les avait noirs. Il était petit, droit, et avait la voix plus douce que j'eusse jamais entendue. Il commença son cours en récapitulant l'histoire de la chimie et les découvertes de plusieurs savants dont il cita le nom avec ferveur. Puis il donna un tableau rapide de l'état actuel de la science et expliqua certains vocables élémentaires. Après avoir procédé à quelques expériences préparatoires, il fit panégyrique de la chimie moderne, et en des termes que je n'oublierai jamais. Les anciens maîtres de cette science, dit-il, promettaient des choses impossibles et n'accomplissaient rien. Les maîtres modernes, eux, ne promettent rien. Ils savent que les métaux ne peuvent pas se transmuter et que l'élixir de vie est une chimère. Mais ces philosophes dont les mains ne semblent faites que pour remuer la boue et dont les yeux ne servent qu'à observer à travers un microscope ou un creuset, ont néanmoins accompli des miracles. Ils dévoilent les secrets de la nature et en montrent tous les détails. Ils ont accédé au firmament. Ils ont découvert la circulation sanguine, analysé l'air que nous respirons. Ils ont acquis des pouvoirs nouveaux et presque illimités. Ils ont dompté la foudre, imité les séismes et bravé les ombres du monde invisible. Telles furent les paroles du professeur, ou plutôt laissez-moi dire, telles furent les paroles du destin, prononcées pour me détruire. Tandis que l'homme parlait, je me sentais la proie d'un ennemi réellement tangible. Une par une, toutes les touches qui formaient le mécanisme de mon être furent ébranlées. Corde après corde, elles résonnèrent en moi et bientôt mon esprit ne fut plus rempli que d'une seule pensée, que d'un seul dessein. Voilà ce qui a été fait, s'exclama l'âme de Frankenstein, mais moi je ferai plus, beaucoup plus. Sur cette voie déjà tracée, je créerai une nouvelle route, j'explorerai des pouvoirs inconnus et j'irai révéler au monde les plus profonds mystères de la création. Cette nuit-là, je ne pus pas fermer les yeux. J'avais les nerfs à vif, je me sentais remuer de toutes parts. Je savais que l'ordre surgirait du chaos, mais je ne parvenais pas à le faire jaillir. Petit à petit, alors que l'aube se levait, je me calmais. Et à mon réveil, les pensées de la nuit me parurent un rêve. Seule demeurait la résolution de poursuivre mes anciennes études et de me consacrer à une branche pour laquelle je me sentais particulièrement douée. Ce même jour, je rendis visite à M. Waldman. Ses manières dans le privé étaient plus courtoises, plus affectueuses encore qu'en public. Si en donnant ses cours il restait digne dans son propre foyer, il se laissait aller à une grande affabilité. Je lui exposai rapidement les anciennes recherches que j'avais poursuivies, à peu près dans les mêmes termes qu'en présence de son collègue.
Il écouta attentivement mon petit discours, sourit à l'énoncé des noms de Cornelius Agrippa et de Paracels, mais sans afficher le mépris de M. Krempe. C'est grâce au zèle infatigable de ces hommes, me dit-il, que les savants d'aujourd'hui doivent les fondements de leur connaissance. C'est par leur tâche que la nôtre a été facilitée, établir une nomenclature et la classification adéquate des faits, qu'ils ont pour une large part mis en évidence. Les travaux de ces hommes de génie, même entrepris dans de fausses directions, ont en fin de compte été nettement bénéfiques. J'écoutais cet exposé sans présomption ni affectation avant de lui Excusez-moi, j'ai un ultar qui me trouble un peu. J'écoutais cet exposé fait sans présomption ni affectation avant de lui avouer que Concours avait dissipé mes a priori envers les chimistes modernes. Je m'exprimais en des termes mesurés, avec la modestie et la déférence due par un jeune homme à l'égard de son maître, sans laisser apparaître l'enthousiasme que j'avais pour aborder mes travaux futurs, ennuyé de devoir lui avouer mon inexpérience de la vie. Puis je lui demandai son avis au sujet des livres que j'avais à me procurer. « Je suis ravi, me dit M. Wellman, de m'être fait un élève, et si votre application égale votre habileté, je ne doute pas de votre succès. La chimie est la branche des sciences naturelles dans laquelle on a fait et pourra faire le plus de progrès. Je m'y suis consacré entièrement, mais je n'ai pas non plus négligé les autres branches. On serait de bien médiocres chimistes si on ne s'adonnait qu'à une seule partie des connaissances humaines. Si vous êtes animé du désir de devenir un vrai savant et non seulement un faiseur d'expériences, je vous engage à étudier tous les secteurs de sciences naturelles, y compris les mathématiques. » Il m'introduisit alors dans son laboratoire et m'y expliqua l'usage des différents instruments. Il me désigna tous ceux que je devais me procurer et me promit aussi de me prêter les siens dès que j'aurais assez d'expérience pour ne pas en détériorer les mécanismes. Il me fournit la liste des livres que je lui avais réclamés et je pris congé de lui. Ainsi s'acheva ce jour mémorable qui devait décider mon avenir.